Bonjour à tous, bienvenue à cette 10e vidéo sur la programmation de l'Amiga en assembleur. Alors là maintenant vous avez vraiment des bonnes bases pour programmer l'Amiga, donc on va pouvoir rentrer dans le dur, hein, et en particulier dans un truc qui est assez difficile sur Amiga, c'est le raster, c'est-à-dire le faisceau d'électrons qui parcourt l'écran. C'est super important sur Amiga parce que c'est à partir de lui qu'était timé vraiment tout l'Amiga était timé à partir du raster, quoi. Il y a vraiment un lien étroit entre le raster et le fonctionnement de l'Amiga. C'est pour ça d'ailleurs que les émulateurs seront jamais parfaits pour Amiga, même si WinUAE là, que j'utilise actuellement est un merveilleux programme. Euh, il ne peut pas émuler parfaitement un Amiga à cause de cette proximité avec le raster, hein, qui était quelque chose d'analogique, un faisceau d'électrons qui passait sur l'écran. Donc pour vous expliquer le raster, je vais vous prendre mon moniteur fétiche, hein, qui est le 1084, qui est vraiment un moniteur que j'adore, hein, probablement parce que j'ai passé toute mon adolescence avec, mais je sais pas, ça me fait toujours quelque chose quand je vois ce moniteur et quand je l'allume, je trouve ça fabuleux. Bon, donc le raster, c'était donc le faisceau d'électrons qui passait très très vite comme ça, de gauche à droite, qui revenait à gauche, qui repartait à droite et qui balayait l'écran comme ça, euh, 50 fois par seconde en Europe, 60 fois par seconde aux États-Unis. Donc en Europe, c'est ce qu'on appelait la norme PAL, donc 50 fois par seconde, hein, 50 Hz. Et aux États-Unis, c'était la norme NTSC, 60 fois par seconde. Bon, on va parler que de la norme PAL, nous. Donc une fois qu'il était arrivé en bas, ici, il fallait qu'il remonte en haut. Et ça lui prenait un certain temps qu'on appelait le VBI, c'est-à-dire le Vertical Blank Interval, ou le VBL, ça s'appelait parfois. Alors moi j'appelle toujours VBL, je ne sais pas trop pourquoi, donc vous verrez dans les programmes, je vais toujours mettre VBL, je suis désolé par avance, mais j'ai tellement l'habitude de mettre VBL que je pense que je ne mettrai pas à mettre VBI. Donc VBI c'est Vertical Blank Interval. Et pareil, pour revenir de gauche à droite, là, quand le faisceau d'électrons était là et qu'il revenait à gauche, on appelait ça, le temps qu'il prenait pour revenir, c'était le HPI, le Horizontal Blank Interval. Alors pour l'instant, la partie horizontale de l'Amiga, c'est très compliqué. Donc on va parler que de la partie verticale, hein. Donc le faisceau, il parcourait, en vrai, il parcourait 625 lignes de l'écran, mais en deux fois. Il parcourait la première fois les lignes paires, de 0 donc à 624, et la deuxième fois, il parcourait les lignes impaires de 1 à 625. Alors, on pouvait utiliser ce mode-là, donc ça faisait une demi-image tous les 50e de seconde, donc une image entière tous les 25e de seconde. On pouvait utiliser ce mode-là sur Amiga, ça s'appelait le mode interlist. Alors, je vais avoir du mal à l'écrire à la souris, mais interlist, entrelacé en français. Mais ça donnait un scintillement désagréable. Donc, en gros, c'était pas utilisé dans les démos, à part pour faire des images fixes, quoi. Par exemple, un exemple d'image en mode interlist, c'est l'image de présentation de Shadow of the Beast, l'image un peu rougeâtre, là où il y a des espèces de monstres plantes, de je sais pas quoi, là, enfin de dinosaures avec des têtes de plantes, j'ai jamais bien su ce que c'était. Cette image, ça entraînait un scintillement désagréable sur les moniteurs comme celui-là. Il fallait des moniteurs extrêmement chers que personne n'avait pour qu'il n'y ait pas de scintillement. Donc en général, les trois quarts enfin pratiquement tout sur Amiga était en mode non interlist. C'est-à-dire qu'en fait, en non interlist, le raster parcourait deux fois le même dessin. Donc il n'y avait que la moitié des lignes, il n'y avait que 312 lignes. Donc, ça allait de 0 à 312. Mais par contre, ça scintillait plus, c'était plus désagréable l'affichage. Donc pour le nombre de lignes, on en avait de 312 en bas, enfin en non interlist, en non entrelacé, et 625 en entrelacé, mais voilà. Pour le vertical, c'était entrelacé ou entrelacé. Et quand on parlait de basse résolution ou haute résolution à l'époque de l'Amiga, c'était uniquement pour la résolution horizontale. Donc la basse résolution, c'était 320 en standard, on va dire, et la haute résolution, c'était 640. On ne parlait pas de résolution pour la résolution verticale à l'époque. C'est un peu étonnant, on parlait de interlist ou non interlist. Bon, donc pour l'instant, on va s'occuper que du vertical non entrelacé. Donc il a fallu, donc c'était de l'analogique, donc le faisceau d'électrons il faisait comme ça très très vite, et il a fallu transformer ça en informatique, en valeur informatique. Donc la plupart des ordinateurs de l'époque, ils prenaient
comme il n'y avait pas de normes sur les écrans, en particulier pas de normes pour le bezel, là, l'espèce de truc en plastique qui recouvre l'écran, en général, les ordinateurs, à l'époque, prenaient une marge. Ils prenaient une marge en haut, là, et une marge en bas, avant de dessiner l'écran de l'ordinateur. Donc, on appelait ça le playfield, hein. Là, au milieu de l'écran, avec des marges, il y avait le playfield de l'Amiga. Et autour, il y avait ce qu'on appelle la couleur de fond, le bord, le tour, enfin, voilà. Ça, c'était sur presque tous les ordinateurs, et sur Amiga aussi. Mais l'Amiga est le premier qui a permis d'aller au-delà de ses limites, si on voulait. C'est-à-dire, enfin, je ne sais pas si c'est le premier, mais en tout cas, c'est un des ordinateurs sur lequel on pouvait aller au-delà de ses limites et faire ce qu'on appelait de l'overscan. L'overscan, ça veut dire qu'on sortait des limites recommandées de base de cet écran-là, du playfield. On allait au-delà de cette zone de sécurité du milieu. Donc, il fallait coder ce faisceau par des chiffres. Alors, donc le playfield normal de l'Amiga, là je vous ai dit, quand on n'est pas en overscan, du coup quand on est en standard, il va au niveau vertical, ça commence en $2C. $2C, c'est-à-dire 44 si je ne dis pas de bêtises en décimales. Et la dernière ligne ici du playfield de l'Amiga standard, enfin en écran standard, c'est $1,2C. C'est-à-dire 256 valeurs plus loin. C'est-à-dire en décimales, 254 plus 46, ça doit faire 256 plus 44, pardon, ça doit faire 300, je ne sais plus combien. Attendez, j'ai mal écrit, c'est pas $126, c'est $1,2C. Voilà. Donc 256 plus 44, j'en étais, donc ça fait 300, si je dis pas de bêtises. Pas facile de faire du calcul mental en même temps qu'une vidéo, ça doit faire 300. Donc ça, c'était les limites pour un écran standard d'Amiga. La dernière ligne de toutes, qui était affichable sur l'écran, c'était théoriquement $138. Le raster ne pouvait pas prendre une valeur verticale plus élevée que $138, c'est le chiffre maximum. Alors, sur cette ligne-là, enfin sur la plupart des Amiga, en tout cas sur le mien, sur mon écran, quand j'essaie d'afficher quelque chose en $138, je vois rien. Sur l'émulation, on voit une petite ligne tout en bas. Mais sur la plupart des écrans d'Amiga, on arrivait à afficher que jusqu'à 135, 136. On ne voyait pas au-delà. Et avant $2C, pareil, on pouvait afficher jusqu'à $, à peu près 1B, 1C. 1B, 1C. Avant, c'était le retour horizontal du raster. C'est-à-dire que là, après $138, une fois que le raster avait atteint la valeur $138, il revenait à 0, $00, et il montait jusqu'à $1B, $1C, plutôt $1B d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je vous mets $1C. Et de nouveau, il dessinait sur l'écran. Donc entre 0,0 et $1B, c'est des valeurs un peu virtuelles qui servent juste à l'informatique à compter enfin à l'ordinateur, au plus de l'ordinateur, à compter le temps que le raster revienne au début là. Donc toutes les valeurs entre 0 et 1B sont des valeurs un peu virtuelles où il n'y a pas d'écriture sur l'écran. C'est des valeurs de retour au début. Donc voilà comment était codé le raster. Donc pour ça, dans l'Amiga, il y a un registre qui permet de voir ça. Et le registre, alors je vais vous le montrer, il y a deux registres en fait, qui sont ici, voilà. Qu'on appelle le registre VPOS et VHPOS. Alors pourquoi ça? Alors le registre VPOS, c'est parce que dans ce registre, vous voyez, donc ce registre, c'est un registre 16 bits Amiga. Donc il commence en $004. Hein, c'est un registre en lecture surtout. Ce qui va nous intéresser, c'est VPOS R. VPOS R ça veut dire read. Donc c'est un registre qu'on peut lire. Donc son adresse c'est 004, $004. Donc ça c'est son offset qu'il faut additionner à DFF 180. Donc sa vraie adresse c'est DFF 184.
D'accord? Donc ce registre vpost R, R pour read, il y a aussi un vpost W ou un vpost tout court en écriture, mais on s'en sert jamais. Donc ce registre vpost R, vous voyez que les 8 bits du haut, il n'y avait rien à part un lof là. Ça servait en mode interlist, justement, on ne va pas s'en occuper pour l'instant. Et les 8 bits du bas, donc du rang 0 à 7, il y avait un seul bit d'utilisé, c'était celui-là, qui codait en fait pour le dernier bit de la position verticale, puisque la position verticale était codée par VHPostR, qui était en $006, par rapport à DFF, hein, toujours, donc DFF, je vous ai dit de bêtises, pas 184, DFF 004, excusez-moi, je vais réécrire mon truc là, ah, pas du tout, pas DFF, j'étais resté sur les registres de couleurs, excusez-moi, c'est DFF 004, et donc là c'est DFF 006. Voilà, donc là dans DFF 006, on voit que les 8 bits du haut codent pour les 8 premiers bits de la position verticale, donc les bits de 0 à 7, et le 8e bit est là. Donc en fait, la position verticale était codée sur 9 bits, de V0 à V8. Forcément, puisque un seul octet peut contenir que des valeurs que de 0 à 255, comme ça va jusqu'à 312, il faut au moins un bit de plus pour coder. Donc il fallait bien 9 bits de 0 à 8 pour coder la position verticale. Et ensuite, on a la position horizontale là. Alors la position horizontale, je vous en parlerai beaucoup plus tard parce que c'est très compliqué. Donc pour l'instant, on va rester à la position verticale, qui est donc codée ici. Alors vous voyez tout de suite que c'est pas pratique du tout, parce qu'elle est codée à cheval sur deux registres. Le registre vpost-r qui est en 004 et le registre vhpost-r qui est en 006. À partir de maintenant, tous les registres, quand on les verra, ils seront déterminés en offset par rapport à la base qui est DFF 0001. Je répète, mais comme j'ai fait une erreur tout à l'heure. Donc voilà, donc comment on va lire ça en pratique dans l'Amiga? Eh bien, on va, grâce au processeur, on va lire directement deux registres d'un coup. On va lire tout ça en un seul coup avec un move.l. Avec un move.l, on va lire, en partant de 004, on va lire 004, 005, 006, 007. Comme ça, on va pouvoir lire tous les bits d'un coup. Je vais vous montrer ça tout de suite, ce sera plus simple en programmant. Donc on va mettre move.l, même si on parle de registre, là on va en prendre deux d'un coup, pas de dièse, pardon, $DFF 004,D0. Et là, donc D0 va contenir à chaque fois les valeurs du registre de position de l'écran à la fois horizontale et verticale. Par exemple, si je lance, je fais J et que j'appuie sur le bouton de la souris, on a une valeur ici en D0 qui correspond à la position à la fois horizontale et verticale. En verticale, par exemple, c'était D1 là. Donc si on veut voir ce que ça donne en décimale, donc quand j'ai cliqué sur la souris, le raster était à la ligne 209 de l'écran. Donc tout ce qui nous intéresse, c'est uniquement la position verticale ici. On est d'accord? Ce qu'on veut avoir, nous, pour l'instant, on a tout ça dans des zéros. Tout ça est dans des zéros à la suite. Donc nous, ce qu'on voudrait avoir, c'est que ça, pour l'instant. Donc on va faire un décalage vers la droite de 8. Donc on va mettre ça ici, ça ici, ça ici, etc. Jusqu'à V8 qui va se retrouver ici, si je dis pas de bêtises. Donc on va se retrouver en fait avec dans D0, on va se retrouver avec les bits les uns derrière les autres comme ça. Le premier bit, le bit de rang 0 dans D0, il aura V0. Ensuite sera V1, V2, donc les bits de position verticaux du raster. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, pour faire ça, je vous ai déjà montré l'instruction, c'est LSR, donc décale vers la droite, point L, de 8, donc dièse 8, virgule D0. Et là, normalement, on ne va plus avoir dans D0 que la position, donc j'appuie sur la souris, hop,
au début que la position, bah, je tourne pareil sur D1, c'est assez étonnant, qui est encore 209. Je vais relancer, appuyer, je tourne toujours sur D1, j'ai dû faire une erreur quelque part. Non, pourtant c'est ça. C'est assez surprenant. Voilà, c'est bon, ça change. Bon, bah, je sais pas, j'ai réussi 3 fois de suite à tomber sur la bonne ligne, c'est assez incroyable. Je vais quand même refaire encore une fois. Encore D1. C'est assez incroyable. Bon voilà, 68. Bon. En tout cas, voilà, on a la position verticale du raster dans le W de D0. Donc ensuite, on ne sait pas ce qu'il y a dans ces bits-là. Là. Ces bits-là, comme on a fait un, hop là, comme on a fait un LSL, on a tous ces bits-là vont se retrouver aussi dans le point W là. Et ces bits-là sont indéterminés. Donc la plupart du temps, ils sont égaux à 0. Mais pour être sûr que ces bits ne sont pas égaux à 0, enfin, pour les mettre à 0, on va faire un AND. On va faire un AND.W $1 FF,D0. Vous affolez pas, c'est pas si compliqué que ça. On va garder donc tout ça a été décalé ici. D'accord? Donc tout ça, ça a disparu. Pardon, je me suis trompé, excusez-moi. Tout ça, hop, ça a été décalé ici. Donc tout ça, ça a disparu. Et donc, V0 est en fait ici. Hein. Donc on va garder tout ça, les 7 premiers bits, donc les 8 premiers bits, pardon. Donc ça c'est $FF dans le masque. On garde tous les bits, hein, puisque c'est la position verticale, plus le tout premier là, qui se retrouve ici. On garde aussi avec $0, 1. Donc là on va garder ce bit là, qui sera V8, plus tous les bits d'en bas qui seront de V0 à V7. J'espère que c'est clair. C'est pas très évident à expliquer comme ça. Donc, on s'assure de bien mettre à 0 tous les bits qui étaient indéterminés avec le AND, le masque. Et donc maintenant, bon, ça ne va pas changer grand chose dans mon exemple, j'aurais toujours envoyé une valeur en bas, puisque on n'est pas absolument obligé de faire ça, puisque très souvent ces bits sont à 0. Donc on peut faire sans le AND, ça marche aussi. Ensuite, on peut comparer cette valeur à une valeur qu'on voudrait atteindre sur l'écran. Par exemple, on peut comparer, on va dire qu'on veut la ligne 200 ou la ligne 150 à des 0. Et tant que c'est pas égal à la ligne 150, on retourne à run. Et quand on a atteint la ligne 150, par exemple, on met une valeur dans la couleur de fond. Par exemple, on va mettre rouge dans la couleur de fond. Hop là. La couleur de fond n'a plus de secret pour vous désormais. On va voir ce que ça donne. Et vous voyez, une fois qu'il a atteint la ligne 100, je ne sais plus ce que j'ai mis, je crois que c'est la ligne 100, la couleur de fond passe à rouge. Donc, on refait un petit tour. Hein. On met tout le long mot qui correspond aux deux registres de position du raster dans des zéros. On décale tout de 8 pour n'avoir que la position verticale dans le mot de D0. Le mot du less significant word de D0. Ensuite, on fait un AND, on fait un masque pour ne garder que le dernier octet plus le premier bit de l'octet suivant, du most supérieur byte. Enfin, du most supérieur, oui, c'est ça. Juste de l'octet d'après, quoi. Ensuite, on compare cette valeur à 150, et tant qu'elle n'est pas égale, on retourne à run. À partir du moment où on a atteint cette valeur, on sort du BNE, et donc on met la couleur rouge dans la couleur de fond. Puis ensuite, on teste la souris. Voilà comment marche le registre en position verticale. Donc je vous avais dit au début, un écran standard d'Amiga, ça commence en $2C, c'est-à-dire ici, ASM1, là, le tout début de la fenêtre DOS, là, enfin de la fenêtre ASM1, pardon, c'est $2C. On va vérifier ça tout de suite. Je vais mettre $2C ici. Et puis je vais assembler. Vous voyez que la couleur rouge, elle commence bien, alors comme je bouge la souris, c'est pas très visible, elle commence bien juste au début de la fenêtre. On est bien sur un écran standard Amiga. Je vous avais dit que la fin, c'était $1C. On va vérifier ça aussi.
Alors là, il faut me croire sur parole, mais vous voyez, la souris ne peut pas descendre plus bas. On est bien à la fin de la fenêtre Amiga standard. Du playfield Amiga standard. Voilà, ça c'était une vidéo d'introduction au registre et au registre du raster et à la lecture de celui-ci. Alors, ça va surtout nous servir, en fait on fera très peu on utilisera très peu le 68 000 pour aller mesurer la position du raster, parce que pour faire ça, il y a une puce géniale dans l'Amiga qui s'appelle le Copper, qu'on verra dans la vidéo suivante. On s'en servira uniquement de cette espèce de code là, de bout de code. Enfin, on s'en servira surtout en tout cas pour voir si on a atteint la fin de l'écran, pour faire des choses pendant le vertical blank intervalle. Donc on va faire une petite sous-routine. Donc on va sélectionner ça avec CTRL B. On sélectionne. Et on fait CTRL X pour couper, comme sur PC. Et on va le mettre en bas ici. On va faire une sous-routine. Je vais vous apprendre à faire une sous-routine. CTRL F pour coller, contrairement au PC. Donc on va l'appeler wait VBL. VBI, pardon. À chaque fois j'oublie. Je vais mettre VBL parce que je vais oublier sinon à chaque fois. Je suis désolé. Donc dans cette routine, on va prendre tout, on va faire tout ce qu'on vient de faire, et on va comparer $138. Je vous ai dit que c'était la dernière ligne accessible, la dernière valeur du raster. Et là, on va pas mettre run, mais on va mettre wait_vbl. Et ensuite, on va mettre RTS. Et pour rappeler cette sous-routine, on va faire un BSR ici. Pour rappeler cette sous-routine, on va faire BSR wait_vbl. Ça veut dire BSR, c'est un saut comme bras qu'on a vu, ou les BN2 qu'on a vu. Il va sauter à la routine VBL, mais quand il va rencontrer le RTS, il va revenir juste après le BSR. BSR, ça veut dire qu'il saute à une sous-routine, branch to subroutine. Donc c'est exactement comme un saut normal, sauf qu'il attend un RTS pour revenir juste après le BSR. Donc par exemple, je ne vais pas mettre $138 pour que vous compreniez comment ça marche, je vais mettre $75 par exemple ici. Et je vais changer la couleur juste après le BSR. Move.w, $FF0 pour changer, ou tiens 0FF pour changer, $DFF180. On va assembler. Vous voyez, il a sauté à la sous-routine pour savoir, pour vérifier qu'on était à la bonne, à $75. Une fois qu'on y est, il revient de la sous-routine et on change la couleur. On est bien d'accord, hein? Cette routine, elle tourne en boucle tant qu'on n'a pas atteint $75. Alors nous, ce qui nous intéresse, c'est le VBL. Donc on va l'appeler, on va laisser $138. On va faire une deuxième sous-routine qu'on va appeler wait_raster. Voilà. Au lieu de l'appeler wait_vbl, on va l'appeler wait_raster. Et on va lui donner comme paramètre, on va lui envoyer D1, ce sera la ligne D1.w. On n'utilisera que le mot de D1, le mot de less significant word, le mot du bas, pour lui donner la ligne. Donc par exemple, au lieu de faire un BSR wait VBL là, on va faire BSR wait raster. Et avant, on va mettre dans D1 la ligne qu'on veut attendre. Donc move.w, par exemple, on va attendre la ligne $80, virgule D1. Donc on attend le raster. Une fois que cette sous-routine est faite, on change la couleur de fond. Et ensuite on attend que la souris soit appuyée. Et ensuite le dernier RTS, ça sert à revenir à l'assembleur. Voyons voir ce que ça donne. Si j'ai pas fait, j'ai fait une erreur, j'ai été trop vite. Cette deuxième routine, il ne faut pas que je mette wait VBL, il faut que je mette wait raster. Voilà. Il ne faut pas que je mette $138, il faut que je mette D1. On va comparer D1 à D0. Puisqu'on a mis dans D1 la ligne qu'on voulait attendre. Ligne que l'on veut attendre. Je vais mettre ici. Voilà. Voilà. Je vais assembler, ça devrait être bon si j'ai pas été trop vite. Voilà, c'est la même chose que tout à l'heure, sauf qu'on a changé un peu la ligne. Ensuite, il suffit que je change dans mon programme principal, dans D1, la valeur que je mets ici, par exemple $120, et ça va être plus bas le bleu. Voilà, $120, c'est tout en bas ici. Voilà. On va sauver ce programme-là
Normalement, j'aurais dû le sauver de façon temporaire pour pas faire de bêtises. Bon, je ne l'ai pas fait, j'ai oublié, excusez-moi, mais j'aurais dû le sauver de niveau temporaire. Et ensuite, j'aurais dû le sauver dans ma base. Voilà. On va garder ces deux sous-routines de notre programme de base puisqu'on se servira souvent, en tout cas au moins du White VBL, on en aura besoin. Il faudra que dans notre programme, on sache de temps en temps quand est-ce qu'on a atteint la fin de l'écran, quoi. Bon, c'était c'était vraiment une vidéo d'introduction au raster. Dans la prochaine vidéo, on va attaquer la première puce magique de l'Amiga, le Copper. Et là, je pense que vous allez mieux comprendre comment marche le faisceau d'électrons et comment c'est codé. Je voulais vous montrer quand même ça avant, parce qu'on aura besoin du White VBL de temps en temps, là, pour attendre la fin d'un écran. Et puis, il faut que vous voyez un deuxième registre différent des registres de couleurs. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à bientôt pour la prochaine.